Investisseurs intéressent nos interlocuteurs. Bien, donc on va peut-être commencer les présentations. Vous êtes la bienvenue à tous dans ce nouveau webinaire qui va, pendant près d'une heure, nous amener dans l'exploration de la situation du financement des biotech et des medtech en France. Actuellement, cette situation n'est pas forcément des plus enthousiastes, hein. On l'a remarqué depuis l'année dernière, c'est quand même pas de ça. Mais aujourd'hui, il y a quelques petites éclaircies. On l'a noté, et on reviendra dessus à Molite, on l'a noté ce matin à Trifrog, ça va être intéressant d'en parler. Comme d'accoutumé, bien sûr, je vous invite tous à poser vos questions sur le chat, hein, à les rédiger dans la partie chat de ce webinaire. Je formule les questions ensuite que vous avez posées par écrit à nos interlocuteurs. Et une petite mention pour votre serviteur animateur de ce webinaire, évitez les acronymes un peu obscurs, parce que dans le stress, je ne sais pas forcément les traduire et savoir de quoi vous parlez. Donc, c'est intéressant de me les mettre en entier. Alors, trois investisseurs, trois approches de financement et un seul objectif. Cet objectif, c'est de conforter le leadership de la health tech française. Et pour ce nouveau webinaire ce soir, je suis vraiment très bien accompagné, puisque vous allez le voir, j'ai autour de moi déjà Maud Lazare, qui est associé chez Ceroba. Alors, Ceroba, c'est un acteur européen dont la base est à Dublin, mais qui a des bureaux à Paris, où on va retrouver Bruno Montanari et Maud Lazare. Ceroba, c'est un fonds qui a été closé, notamment le fonds 4 a été closé en décembre dernier avec 120 millions d'euros, qui compte 5 sociétés en portefeuille et qui va en investir 3 à 7 encore dans les prochaines années, dans les prochains mois. Ceroba investit dans les biotech en early stage en Europe. Et pour l'heure, en France, il n'y a qu'une société de mémoire qui a été investie qui s'appelle Cove Therapeutics, avec Rodolphe Clerval, si je me souviens bien, qui est le CEO de cette société. Bonjour Maud, et ravi de vous accueillir. Bonjour Jacques Bernard et merci de me recevoir. Voilà. Donc, merci à vous, Louis Gesselin, qui est partenaire chez Arbevel. Le fonds Arbevel Life Science Crossover est spécialisé aussi dans le secteur des life science, euh, biotechnologie et technologie médicale. C'est un fonds qui vise des entreprises innovantes, qui inclut les petites et moyennes entreprises. Les tickets moyens, lui, vont de 500 à 4 millions d'euros. Vous me corrigez, Louis, si je me trompe. Et vous privilégiez les sociétés rentables qui font entre 3 et 10 millions d'euros pour les amener jusqu'à 10 à 20 millions dans les 3 à 5 ans. Un de vos investissements, c'est NG Biotech, notamment, qu'on a connu pendant le Covid. Bonjour Louis, ravi de vous accueillir aussi. Bonjour Bernard. Et enfin, j'ai Philippe Ramois, investisseur, qui est co-auteur avec Jean-François Deneau du livre Innovate Fund 5, récemment paru aux éditions Routledge. Alors, je vous fais la pub, hein, il est là, on le regardera tout à l'heure. C'est un véritable vademecum de l'investisseur, du leveur de fonds, de celui qui veut gagner de l'argent et qui veut lever des fonds pour sa biotech ou sa medtech. Alors, je vous conseille ce livre parce qu'il est plein de bons petits conseils, mais on reviendra dessus. Merci d'être à nos côtés, Philippe, ce soir. À vous aussi. Merci Jacques Bernard, bonjour. Voilà, donc les présentations sont faites, hein. On a une heure à passer ensemble avec vos questions. N'hésitez pas à les poser encore parce que c'est le moment de poser toutes vos questions à nos interlocuteurs. Et pour commencer, eh ben, c'est le traditionnel bulletin de santé, hein. On fait la météo de l'investissement, la météo des levées de fonds. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va mieux? Il y a quelques petites éclaircies, comme je le disais. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, on va commencer peut-être par nos interlocuteurs. Maud, à vous l'honneur. Ok, donc j'ouvre le bal. Alors, je vais commencer par peut-être ce qui est le moins optimiste. Effectivement, en termes de financement privé, donc on va dire que les premiers chiffres qui nous sont arrivés sur le premier trimestre de l'année montrent qu'on est plutôt dans la même tendance que 2023, c'est-à-dire des financements assez difficiles. Bon, il y a eu un rapport biotech, France Biotech, que tout le monde a lu, j'imagine, sur 2023, où on voit que 67% des chefs d'entreprise, c'est leur préoccupation principale, c'est les financements. Donc, je pense qu'on est encore là-dessus, que c'est notamment plus compliqué pour ce qui va être pré-seed, seed,
Et série A, les plus grosses levées, c'est un peu plus facile dès lors que les sociétés sont des stades cliniques plus avancés. Donc là, on est pour moi dans la même veine que ce qu'on a connu en 2023. En revanche, alors toujours pessimiste, la fenêtre des introductions en bourse, pour nous, elle reste toujours majoritairement fermée, même si on a vu cette IPO, on peut dénombrer 7 IPO sur le Nasdaq depuis le début de l'année et une en Europe avec Galderma. Pour autant, ça reste encore assez timide. Et en revanche, vous avez raison et vous l'avez un peu déploré dans votre préambule, il y a des bonnes nouvelles. En tout cas, il y a un M&A qui semble s'améliorer. On a pas mal d'opérations qui se succèdent. Vous en avez cité quelques-unes. On va rentrer dans le détail, les autres d'ailleurs. Voilà. Donc moi, c'est les trois volets que je vois, sachant que pour que, à mon sens, et chez Robard, pour que ça redémarre vraiment, il faut vraiment que le M&A soit présent et de façon durable. Voilà. Qui veut prendre le relais? Louis? Oui, monsieur Jacques Bernard, moi je partage complètement l'avis de Maud, notamment sur la partie M&A. Alors, c'est que nous, on connaît bien la partie marché chez Arbevel. Effectivement, on n'est pas encore au beau fixe pour les introductions en bourse. Je pense qu'il va falloir encore un petit peu de temps pour ça. Je rejoins complètement ce qui a été dit. Et en revanche, si on voit un petit peu le côté positif par rapport à 2023, c'est effectivement le M&A. Et dont vous parliez tout à l'heure, Jacques Bernard, qui repart avec de très belles opérations. On a entendu ce matin Trifrog avec Vertex, donc super opération. Mais aujourd'hui, la plus emblématique et ce qui me permet de dire que je pense qu'on va vers un déverrouillage de cette situation qui était complètement clivée en 2023, c'est Amolit qui a été racheté par Astra. Alors, le montant est impressionnant, plus d'1 milliard de dollars. C'est super, mais pour la première fois depuis bien longtemps, ce ne sont pas des bio-dollars, ce sont des vrais dollars selon les trébuchants. Donc, c'est à peu près 800 millions de dollars qui ont été payés upfront avec finalement un petit complément de prix proportionnellement sur les prochains développements. Et ça, c'est nécessaire pour notre écosystème, tant en tant que fonds d'investissement que pour en fait société qui a de l'argent, puisque du M&A en fait va rester en fait de l'argent frais qui va être remonté aux fonds d'investissement, qui remonteront eux également à leurs LP, donc qui sont les investisseurs dans nos fonds d'investissement, et qui redonneront du coup par ailleurs de l'argent à nos fonds et d'autres fonds d'investissement qui du coup pourront eux à ce moment-là réinjecter cet argent dans l'économie réelle. Voilà. Donc oui, le M&A effectivement repart. C'est un très bon signe et on espère que 2024 va être justement l'année du M&A. Philippe? Oui, dans le même sens que Maud et Louis, et je trouve que enfin, ce que dit Louis est extrêmement intéressant. Le cas Amolyt Pharma, AstraZeneca, c'est vraiment l'exemple. C'est l'opération qu'on attendait depuis très très longtemps. Je veux dire, c'est historique et ça valide une stratégie de plus d'une décennie d'investir massivement dans l'innovation et dans life science, je pourrais dire, pas forcément que dans la biotech. La seule différence avec ce qu'on voit, parce qu'on fait souvent le split entre le digital et la partie, je dirais, life science, on voit bien que dans le digital, les cycles sont beaucoup plus courts, ce qui explique d'ailleurs que quand on regarde en termes de licorne, il y a beaucoup plus de sociétés dans le digital. Et on attendait avec impatience des opérations comme ça. On pense que, enfin, je pense que ça sera partagé, vu ce que vient de dire Louis, c'est le début on l'espère, d'une longue série d'opérations comme celle-là avec des sociétés françaises. En tout cas, ça prouve que le modèle fonctionne. Parce on attendait cet exemple-là et on l'avait pas en fait. Et à chaque fois, c'était dans les discussions. Je me souviens de discussions avec des confrères, des consoeurs, et on disait toujours, bah, on attend. Alors, sans parler des IPO, bien évidemment, des introductions en bourse. Alors, on attendait cette opération, on l'a eu. C'est vrai on a loupé quelques marches par le passé qui ont failli déboucher et puis qui ne l'ont pas finalement débouché. Mais je vais être l'oiseau de mauvais augure. Est-ce que cette opération, elle risque pas elle n'est pas un peu isolée et qui derrière? C'est toujours ce qu'on attend, c'est que un- une opération, c'est bien, mais une opération reproductible, c'est encore mieux.
pense pas, je vais pas prendre malheureusement, c'est pas un exemple français, mais après toutes nos biotech, elles adressent des marchés mondiaux, donc après, j'ai envie de dire un peu importe où elles sont basées, mais il y en a une deuxième et d'ailleurs c'est AstraZeneca qui a fait également son emplette. Depuis le début de l'année, c'est Fusion Pharmaceutical, qui se trouve être siège social à Toronto avec un bureau à Boston. Bon, bref, peu importe. Mais pareil, une biotech financée par des VC, bon, qui s'est trouvé coté au Nasdaq, ce qui l'a un peu aidé à faire qu'il y ait des gros fonds américains qui viennent se rajouter autour de table, évidemment, mais qui était quand même en phase 2 et qui n'avait même pas encore annoncé ses résultats préliminaires et qui a quand même été acheté 2,4 milliards dont 2 milliards upfront. Donc, je reviens sur le point de Louis. Donc, ça veut dire 80% payés upfront par un groupe pharmaceutique. Donc, c'est quand même, il y a pas mal d'exemples, quelle que soit la géographie. Donc, non, je pense que c'est pas, à mon sens, Amolyt n'est pas un exemple isolé. Et d'ailleurs, ça soutient un propos qu'on tient tous depuis un petit moment, qui est cette fameuse, pardon, falaise des brevets qui devrait faire que les groupes pharma devraient de plus en plus se porter acquéreurs d'assets, pas forcément attendre post-phase 2 parce il y a une forme de raréfaction aussi, et commencer un peu à descendre avant qu'il y ait des résultats cliniques avancés. Et pour donner un chiffre, je pense que tout le monde a en tête, BioCentury disait que d'ici 2030, la falaise des brevets correspondait à un manque de revenus estimé entre 60 et 90 milliards de dollars. Voilà. Donc, ce qui explique aussi que ces corporates, AstraZeneca, Novartis et d'autres, commencent à faire massivement l'arrachat sur de l'innovation. Très Après, bien. pour peut-être Jacques Bernard, peut-être pour être le vilain canard, il y a quand même aussi des exemples sur la propriété intellectuelle. Ce qui s'est passé avec NanoString est quand même extrêmement intéressant, hein, qui a été racheté par Bruker, hein, 1,5 milliard sous Chapter 11, suite à un procès d'infringement de brevets par Tenex, qui demandait 50 millions, si je me souviens bien. Voilà, donc il y a des situations, on sent que c'est extrêmement tendu. La propriété intellectuelle, à la fois sur les portefeuilles de médicaments et de biomédicaments, mais aussi sur tout ce qu'on appelle les enabling technologies, les technologies permissives, tout ce qui est équipement et qui permet de faire du diagnostic ou de l'analyse. Il y a aussi pas mal de parts de marché à prendre. Et pour aller dans le sens de l'amélioration, on sent bien qu'il y a eu un avant et un après Covid. Il y a eu un peu de flottement. Et là, aujourd'hui, les industriels se posent bien la question. Maintenant, il faut marquer des points et prendre de l'avance par rapport à nos concurrents. Et donc, il va y avoir des opportunités. Louis, un complément d'information. Non, mais je partage complètement, hein. Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que la Terre, enfin, pardon, la France est une formidable terre d'innovation, que depuis plus d'une dizaine d'années, mine de rien, en France, on a eu des très belles sociétés d'investissement qui ont beaucoup grossi, qui ont bien financé en fait des sociétés capital risque, hein, c'est dans la santé évidemment. Et donc du coup, on a aujourd'hui des sociétés qui ont une très belle innovation, qui commencent à un joli stade de maturité et qui, je excusez moi tout à l'heure, hein, qui arrivent à un stade où vraiment ça devient intéressant pour des gros en fait acquéreurs pour un rachat. Voilà. Et ça, il y a le CEO de Johnson Johnson qui récemment a déclaré que la politique de M&A chez eux continue à être booming et qu'ils aient continué en fait les acquisitions, effectivement, hein, pour continuer à construire leur portefeuille à cause justement de cette falaise en fait des brevets. Donc, on a des sociétés qui arrivent à une certaine maturité. Et pour le coup, je prends un peu le contre-pied par rapport à ce qui se passe en bourse, où peut-être des sociétés ont été introduites un poil trop tôt en fait sur Euronext. Je sais qu'on en parlera un petit peu après. Versus le private equity. Aujourd'hui, on a de belles sociétés matures. Donc, c'est pour ça que je crois vraiment sur le M&A dans les prochains mois, années. Parfait. On n'a pas évoqué alors le M&A sur les phases avancées. Ça, c'est intéressant parce que c'est un phénomène qui se développe. Mais il y a les petites sociétés qui n'en sont pas encore à ce stade-là. Et là, il y a quelque chose d'intéressant peut-être à analyser, c'est le mouvement des partenariats industriels. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Comment vous analysez ça? Quelles sont pour vous les cibles idéales? Alors oui, vous avez raison.
il y a des, il y a une augmentation des licensing deals qu'on peut voir sur la fin de l'année dernière et qu'on constate encore, c'est en augmentation sur le premier trimestre de l'année et qui sont effectivement sur des sociétés soit à des stades de drug discovery, soit à des stades précliniques. Donc, qui peuvent être complémentaires effectivement par rapport à des sociétés qui ne sont pas encore des cibles potentielles pour du M&A et qui peuvent leur permettre d'attendre tout en ayant une forme de revenu et plus des paiements qui paieraient dans le temps assujettis à certains milestones. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et sans passer sur la suite, mais et nous, de façon générale, on encourage beaucoup les sociétés que l'on voit et qui sont dans notre portefeuille à rentrer très tôt en langue avec tout ce qui est corporate, que ça soit pour des accords de collaboration, effectivement, ou que ça soit pour préparer l'exit, parce que l'exit se prépare, comme chacun sait, dès le début, même s'il n'est pas forcément comme on l'avait prévu et à la date à laquelle on l'avait prévu. Voilà. Quelques mots à ajouter, Philippe et Louis, sur le sujet des partenariats industriels. Peut-être sur les partenariats, ce qui est intéressant, ce qu'on trouve intéressant sur ce genre de partenariat, c'est que mine de rien, ça amène une certaine forme de maturité en fait, à ces sociétés qui en fait ont c'est un espèce de booster en fait. Hein. Moi, je vois ça comme un espèce de booster, de l'adossement avec un gros industriel qui a l'habitude de faire ça avec ses gros process, etc. Ça peut être un peu contraignant, mais ça permet quand même, mine de rien, de structurer en fait ces sociétés-là et de les faire grandir un petit peu plus vite que ce qu'elles auraient pu faire toutes seules en stand-alone. C'est un peu enfin, c'est indispensable. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, on va construire un service, un outil sans le confronter aux leaders sur des marchés. C'est pas possible. Donc en fait, le plus tôt possible, il faut mettre en jeu des partenariats avec des industriels pour avoir des retours d'expérience, des preuves de concept. Et ces preuves de concept, ces fameuses POC dont tout le monde parle, les proof of concept. Et les preuves de concept, en fait, elles ont une vertu, c'est qu'on a des retours, pas forcément toujours positifs, mais les retours négatifs, enfin, c'est l'histoire de la marche. Hein. On tombe 3000 fois avant de marcher. Bah, c'est pareil, il faut que c'est assez incrémental et attendre pour sortir du bois d'être prêt. Ça, c'est souvent une des erreurs faites. C'est pas possible. Il faut le plus tôt possible. Après, il y a des réalités sur la propriété intellectuelle. C'est vrai que tout n'est pas rose dans l'industrie. Il y a des tensions. Mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où la propriété intellectuelle est forte, il faut aller vite se frotter aux industriels parce que il n'y a pas de possibilité d'adossement s'il n'y a pas de preuve de concept avec des industriels. Enfin, dans tous les process d'adossement industriel, il faut que les industriels aient dans les mains la technologie, les produits. Il faut aussi quelque chose qui est quelque part l'ambition d'arriver sur le marché aussi et de qualifier ce marché, de bien le qualifier pour les industriels que l'on rencontre. Ça nous permet de rentrer dans un autre chapitre de notre discussion, c'est aujourd'hui, on le voit, il y a toujours des sociétés qui ont des difficultés à lever des fonds, y compris, on en parlait tout à l'heure au départ, les fonds eux-mêmes ont des difficultés à convaincre les LP de venir chez eux. D'ailleurs, j'ai une question à propos, dans quelle mesure les LP sont-ils sensibles à l'analyse sur la falaise des brevets. Est-ce qu'ils le sont? C'est David Petito qui pose cette question qui est très intéressante au passage, hein, parce que il faut aussi argumenter vis-à-vis des LP en amont. Donc, rentrons dans cette conseil. Comment lever des fonds? Comment on peut mettre en œuvre une stratégie? Alors, Philippe, vous avez écrit, encore une fois, je le dis, mais c'est très intéressant. Je fais la publicité, moi. Je suis un livre qui est très intéressant en co-auteur avec Jean-François Deneau. Euh, quel est le constat que vous portez? Et quel conseil? Nous, c'est pas par rapport au LP, c'est plus par rapport aux entrepreneurs que le Ouais. livre se situe. Ah, les conseils, c'est on en donne, on a sept conseils. Alors, je ne sais pas si Maud et Louis vont partager ces conseils-là, mais l'idée, c'est vraiment de définir, ça c'est le premier, son besoin. Il y a trop, et ça c'est des retours, non pas
d'investisseurs, mais c'est des retours d'investisseurs étrangers, notamment aux États-Unis, qui sont toujours effarés de voir des sociétés qui se présentent et qui ont des besoins entre 10 et 20 millions. Ça, c'est pas possible. Il faut vraiment définir son besoin en termes de montant. Deuxièmement, pour convaincre un investisseur, il faut être transparent et honnête. Et ça, le côté jamais mentir, en fait, un never lie en bon anglais. Le troisième point, c'est d'être authentique, de savoir aussi écouter. L'authenticité, c'est essentiel, mine de rien, puisque quand même, quand on est investisseur, on parie sur une équipe, et ça, c'est extrêmement important. Euh, il y a aussi cette notion de partir de la table des négociations quand on sent que ça va pas le faire. Ça, c'est aussi un conseil à apporter. Rester concentré sur le sujet, être résilient et surtout trouver un lead, c'est-à-dire un investisseur qui va peut-être solliciter, qui va amener fédérer d'autres investisseurs autour de la table pour faire un beau tour d'investissement. Des éléments à ajouter, Maud et Louis, sur ces préconisations? Ouais, alors peut-être plus du point de vue des LPs. Alors d'abord, je souscris à vos 7 conseils, Philippe. Alors, vous avez touché un bon point, c'est que pourquoi il y a moins de financement des biotech, c'est parce que quand on regarde tout se tient, quand on regarde les fonds, les levées de fonds sont moins importantes. Et ça, tout secteur confondu, et pas simplement dans le healthcare. Et, euh, et pour répondre aussi à votre question, est-ce que les LP sont sensibles à la falaise des brevets? Je dirais, sans parler au nom de tous les LPs, qu'ils sont surtout sensibles aux distributions, au retour. Donc, des choses comme Amolite, c'est bien, surtout quand il y a un gros upfront, parce que du coup, ça s'accompagne d'upfront positifs et substantiels. Et en fait, ce qu'ils ont enduré ces 2 dernières années notamment, c'est dans le private equity de façon générale, dans le non-coté, un manque de distribution. Et donc, ils attendent de voir ça avant de ressouscrire. Et encore une fois, c'est vrai pour l'healthcare, mais pour d'autres thématiques. Et je dirais simplement, il y avait un article dans le The Economist qui était intitulé, voir que c'est quelque chose qui est assez prégnant parce que pas forcément spécialisé dans le private equity, c'était DPI is the new IRR, qui veut dire ce qui est distribué sur le compte, qui vient sur le compte des clients, bah, c'est la nouvelle mesure de la performance. Et ça vient du fait qu'ils ont été un peu privés de distribution ces dernières années. Voilà. Donc la falaise des brevets, oui, on en fait état et on le met dans des slides pour expliquer aux gens que ça devrait continuer à bouger, etc. Mais je pense que les vraies métriques, c'est plus il y aura de deals, plus ils auront de retour d'argent, plus ils verront que non seulement l'innovation est payante, et elle est en plus de façon assez substantielle. Voilà. Louis, un petit mot à ajouter. 100% d'accord avec ce qui était dit, hein, et je rebondis sur ce que dit Mode. Effectivement, le DPI, ou DPI, pour moi, enfin pour nous, est devenu l'élément clé en fait pour juger en fait la capacité du fonds. Enfin, le DPI, c'est quoi? C'est la capacité en fait du fonds à rendre l'argent, à le mesurer, et soit mesurer la célérité à laquelle on rend l'argent. Voilà. C'est ce qui est important en fait pour les investisseurs et les LP. Un LP, ce qu'il veut, c'est que son argent en fait travaille, mais également qu'on lui rende à un moment donné. Nous, c'est notre métier. On investit, on fait travailler l'argent, puis à la fin, on le rend. Pour compléter ce que disait Maud, effectivement, c'est 2 années très compliquées pour les LP, qui a été en plus accentuée par la guerre en Ukraine, la montée des taux, le conflit au Moyen-Orient. Et en fait, du coup, les LP généralement ont 2 poches, une poche cotée, une poche non cotée. Et cette poche cotée, en fait, mathématiquement, a beaucoup diminué. Hein, on a vu avec ce qui se passe en bourse. Et donc, la poche non cotée a pris beaucoup, beaucoup de place. Et donc, sur les allocations d'actifs, en fait, CLP, depuis 18 mois, ils essayent de jongler. Ils ont besoin de garder la liquidité. Je pense notamment à tout ce qui est caisse de retraite, assureurs, mutuelles, qui, elles, ont besoin, en fait, d'avoir du cash, en fait, à redistribuer. Donc, la poche liquide est de moins en moins, en fait, importante. Et en revanche, on voit la poche, en fait, illiquide grossir. Donc, c'est pour ça qu'ils ont freiné énormément ces 18 derniers mois sur la distribution, en fait, de cash dans les fonds d'investissement, qui eux-mêmes, du coup, ont freiné sur la distribution de cash dans les entreprises.
Et en plus de ça, ce que disait Maud, c'est que ça fait 18 mois qu'on n'a pas de grosses opérations. Et donc, du coup, pas de cash que nous, on rend en tant que gérant de fonds hein, à nos LP pour qu'ils puissent ensuite le redistribuer. C'est pour ça que je disais au début du webinaire que effectivement la machine était complètement grippée en 2023 et qu'on espère que le contexte économique, mais général, hein, se détende un peu. On voit que ça commence à aller un peu mieux. On voit là, les taux qui commencent gentiment à s'infléchir. Et également ensuite ce M&A qui permet en fait à nous gérants en fait de rendre l'argent à nos LP. Voilà. Ça fait Alors, partie, Jacques ouais, Bernard, juste pour commenter, ça fait vraiment partie des éléments essentiels à retenir en tant qu'entrepreneur et notamment first entrepreneur. En général, les entrepreneurs avec plusieurs expériences le savent. Euh, Ça n'a qu'un sens. Un investisseur professionnel a un fonds et il a une duration, ce fonds. Donc, il faut rendre une performance, et c'est-à-dire créer des opportunités d'exit dans un timing raisonnable. Et ça, si on ne l'a pas en tête quand on fait appel au private equity, je dirais, là, on est déjà dans le mensonge et on n'est pas aligné avec ces investisseurs. Un alignement, c'est de dire, ben voilà, on fait un deal ensemble qui va durer 4, 5 ans, 6 ans, et on crée des opportunités d'exit et on met en place un business plan qui convient par rapport à ça. On ne commence pas à partir à faire de la R&D pendant 10 ans. très bien, très bonne remarque. J'aimerais qu'on monte à l'étage qu'on remonte aussi à l'étage des LP, parce qu'on a vu passer la crise Covid des grands fonds qui se sont dit, ah mais je n'ai pas la branche santé chez moi, il faut absolument que je me fournisse avec une branche santé. Alors il y a ceux qui ont pris des parts dans des opérateurs spécialisés. On a vu Apollo, Sophie Nova, c'est le cas. Hein, ils sont rentrés, ils se sont appropriés une partie de l'expertise de Sophie Nova. Il y en a qui ont monté des départements de santé from scratch, c'est des Américains principalement. Est-ce que aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce que le fait qu'on soit en crise depuis quelques temps n'incite pas les fonds finalement à essayer de se regrouper ou à essayer de travailler ensemble? Est-ce qu'il y a ce mouvement de concentration ou est-ce qu'il n'y en a pas du tout? C'est pas encore l'heure. Il y a il y a des politiques de place qui ont été mises en place. Euh, France Assureur, notamment, qui a fait un plan santé. On peut parler de la Tibi aussi, qui s'inscrit dans le grand plan France Relance 2030 et qui a fédéré 23 investisseurs. Donc, il y a la BPI, mais il y a également tous ces investisseurs institutionnels, banques, assurances, réassurances. Donc, pour les faire venir justement sur des thématiques d'innovation au sens large et santé en particulier. Euh, je pense qu'il subsiste même un frein au-delà de ces politiques de place qui sont très bien. Hein. Il subsiste tout de même un frein de la part de certains investisseurs institutionnels à investir massivement et en tout cas tout seul en santé, du fait que il appréhende comme quelque chose de, un, quand on fait du venture, c'est risqué. Deux, quand vous faites du venture et du life science, c'est long. Le cycle d'investissement est quand même long, quoi qu'on en dise. Et troisièmement, ils ont assez peu d'expertise en interne. Donc, il n'y a rien plus, se rajoute à ça, mais ça c'est pareil pour tous les investissements en private equity, le fait que ça leur demande une part en capitaux propres importante. Donc, c'est un coût pour eux d'investir dans ce genre de choses. Donc, à choisir, ils vont certainement préférer aller sur des fonds un peu plus plain vanilla, plus faciles à comprendre, plus généralistes. Voilà. Et finalement, quand ils passent en comité d'investissement, bah, ils ne sont pas rémunérés par rapport au risque qu'ils prendront. Et donc, c'est plus facile à placer un dossier de fonds de généraliste buyout, par exemple, voilà, qui, et avec un gros nom, quand je dis un gros nom, une jolie marque, et ça sera plus simple que de prendre un petit fonds santé biotech qui sera plus compliqué à défendre. Donc je pense qu'il y a quand même encore une résistance qui subsiste que je comprends hein, et que j'explique comme ça de la part de pas mal d'investisseurs hein, institutionnels, nonobstant effectivement que certains ont créé des corporate ventures ou ont pris des parts des big tech dans des sociétés pour pouvoir faire eux-mêmes de la santé.
Vos réactions, Philippe et Louis, sur le sujet? Bah, il y a deux choses qui ont été dites, hein. Alors, effectivement, il y a une consolidation du secteur des GP, donc des fonds d'investissement, c'est évident. Vous avez cité Apollo Sofinova, il y a Kurma Raseo, donc des grandes maisons qui grossissent. Pourquoi, hein? Parce qu'on a un métier qui coûte quand même de plus en plus cher et on a besoin d'avoir des fonds qui ont des tailles critiques, qui atteignent des tailles critiques. Et donc, ça fait complètement sens en fait d'avoir des grosses sociétés de gestion bien armées. Donc ça, c'est super. Et on le voit, mais pas que dans le private equity, on voit dans l'asset management, etc. Le secteur est en train de se consolider. Ça, c'est un fait. Ensuite, pour ce qui est des LP, alors oui, effectivement, il y a eu Covid. Après, il y a toujours une certaine quand même sensibilité à la santé. C'est un secteur qui est défensif, qui est un secteur d'intérêt général. Euh, Tous les grands institutionnels ont quand même des poches venture, santé à placer. BPI fait un travail formidable de son côté. Donc, je pense que il y a encore enfin, il y a toujours de la place. Maintenant, il en manque un peu parce qu'il y a beaucoup de sociétés à financer et que ça reste quand même un secteur qui reste, ce que disait Mode, très technique, un secteur de sachant entre guillemets. Et donc c'est pour ça que d'avoir plusieurs fonds d'investissement en fait, qui peuvent piloter des tours de table auxquels peuvent se rajouter des corporate ventures ou des LP directement, hein. On voit de plus en plus des LP qui mettent directement des sous dans des sociétés en suivant en fait d'autres fonds spécialistes. Mais il y a encore du boulot, je suis d'accord avec moi. Philippe? Ce qui est intéressant, c'est de voir toute la vague finalement d'équipes qui avaient une bonne expertise sur le digital. On a parlé tout à l'heure un peu de ce split entre le digital et life science. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a beaucoup euh, de traction de la part d'équipes d'investisseurs qui viennent du digital pour travailler plutôt dans le life science, dans la santé. Et le plus facile, le plus accessible, ça reste le health tech digital. Et ça c'est assez intéressant. On voit qu'il y a quand même un mouvement avec des équipes qui sont montées, qui ont monté des fonds dédiés sur ce sujet-là. Alors, ça prend moins de ressources, comme l'a dit Maud, on est vraiment ancré dans le deep tech, life science, où là, il faut vraiment des ressources, des sachants. Et avec de l'expérience, c'est pas forcément facile. Mais quelque part, ça quand même, ça tire un peu le marché. Ceci étant, les boîtes qui développent des technologies disruptives vont pas être dans la stratégie d'investissement de ces fonds-là. Pour la concentration en tant que telle des équipes ou des structures, des sociétés de gestion, bah, ça a forcément du sens à partir du moment où on part d'une courbe d'apprentissage. On était je veux dire, ce métier-là existe depuis les années 70 aux États-Unis. Voilà, on avait beaucoup de retard. Là, on a pris vraiment sous l'impulsion des politiques de BPI, de la CDC et puis aussi de la Banque européenne d'investissement. On sent que ça pulse vraiment très fort au niveau européen. Et je crois que le salut ne viendra que à partir du moment où on aura une taille critique française, certes, mais une taille critique européenne. Alors justement, à propos d'Europe, on va y venir. C'était une question très intéressante posée par Thierry Fauche. Euh, il y a quand même quelque chose qui se produit. Donc, on se félicite évidemment de l'exemple d'Amolit, hein, mais par ailleurs, on a une Europe qui crée un DMR, un règlement des dispositifs médicaux. On a une Europe qui crée une réglementation des produits pharmaceutiques et les professionnels, évidemment, s'alarment de l'impact de ce type de réglementation sur les investissements dans le secteur. Ce n'est pas des choses qui poussent le développement. Alors, la question, c'est est-ce que vous avez un avis sur justement l'univers du dispositif médical et sur l'impact sur les financements de ces réglementations qui arrivent, hein, qui arrivent et qui suscitent beaucoup d'inquiétudes. Maud, à vous l'honneur. Alors, bah, nous, on a un point de vue qui est le suivant, c'est que on milite beaucoup et encore une fois, 80% pourtant de nos sociétés ont des sièges en Europe. On milite beaucoup pour qu'elles fassent leur market access aux États-Unis, et notamment à cause de ce que je vous évoquais,
Donc, c'est pas qu'on exclut le marché européen, mais pour nous, une société, elle doit très vite venir avec un plan d'accès aux US, entre autres pour cette raison-là, mais pas que. Ensuite, pour tout ce qui est introduction en bourse, qu'on n'exclut pas revoir un jour. Voilà. Mais ce qui n'empêche pas qu'elles aient leur siège social en Europe et donc en France. Après, se pose quand même une question. Vous avez raison, quand au bout du bout, on pousse le raisonnement jusqu'au bout, ça peut être potentiellement à terme la fuite des talents. Ça, c'est un vrai sujet. Comment faire que les équipes soient retenues en France, en Europe, et que tout le monde ne s'enfuit pas aux États-Unis. Mais donc nous, on le contourne comme ça, je dirais, ce sujet-là qui en est un, en mettant en avant le market access aux États-Unis. Louis, un avis sur Oui, la question? bon, un avis, oui, l'idée du MDR est loin d'être nouvelle. Ça force ni plus ni moins en fait les sociétés à avoir un niveau d'exigence encore plus élevé. Alors le problème c'est que ça coûte très cher dans un environnement qui est quand même un petit peu compliqué au niveau des financements. C'est sûr, c'est un vrai sujet. Maintenant, c'est vrai que sur tout ce qui est medtech, on encourage également pas mal en fait à se tourner vers les US. Enfin, une question de priorité, quoi. Question de priorité. Philippe. C'est toujours l'entrepreneuriat, c'est darwinien, c'est schumpeterien, c'est brownien, voilà, il faut avoir de la chance. Et la réglementation fait partie des éléments, mais il n'y a pas que la réglementation. Là, il y a la concurrence. Tout le monde croit que la concurrence est immobile. Et ben, la réglementation, elle est pas immobile non plus. Et malheureusement, bah, il faut être, et c'est ce qu'on demande aussi à des entreprises innovantes, c'est aussi d'innover sur des modèles. Et donc, bah, d'expérience, on se retrouve avec des sociétés qui ont des technologies. Ils ont dû voter de stratégie pour contourner cette situation ubuesque européenne sur la régulation des medical devices, de l'équipement médical. Et donc, de se retrouver pour en sortir finalement ou aller dans le sens de ce qu'ont dit Maud et Louis, aller sur une zone, alors que c'est plutôt contre-productif, aller plutôt sur les États-Unis. Bien, merci pour ces réponses. Alors, une question de David Petitot à nouveau. Je ne sais pas, c'est peut-être une colle, hein, parce que je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire le rapport French Tech Finance. Est-ce que vous avez eu le temps ou pas? Sinon, bah, on passera sur autre chose, mais que pensez-vous de ce rapport et quelle serait la mesure prioritaire de ce rapport que vous implémenteriez si vous aviez la main sur ce rapport-là? J'ai l'impression qu'on l'a pas franchement regardé. Bon, je vais faire tous mes devoirs. Tous mes devoirs. Donc, Non, on va le lire demain. Merci David du conseil. On va s'emparer du rapport pour le feuilleter. Mais on peut peut-être parler d'autre chose parce que sur le côté finance, il y a deux questions qui peuvent être intéressantes. D'abord, il y a une vision sur l'amorçage en France. On le voit, il y a un problème d'amorçage en France, il y a un vrai problème, il y a peu d'acteurs, il y en a, il y a le Fonds national d'amorçage, il y a quelques acteurs, mais on ne nous dit pas assez. Alors, ce qui compte dans le flux et dans le pipeline de la création des entreprises, c'est qu'à un moment, on amorce des sociétés, on a une quantité de sociétés amorcées qui arrivent pour des phases 1, phase 2, etc., etc. Qu'est-ce que vous pensez de l'amorçage en France et qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, moi, je serais un peu moins radical que vous, quand même, Jacques Bernard, sur l'amorçage. Je pense au contraire en France, par rapport à beaucoup de pays européens, je ne parle pas des États-Unis, on a une politique publique quand même qui est pas mal du tout. Lever 1, 2, 3 millions d'euros à la fois en subvention ou en mixte de subvention et d'equity, c'est possible, c'est possible, notamment grâce à la BPI. Il y a quand même quelques fonds d'amorçage qui ont bien grossi ces dernières années et qui sont présents et qui font un super boulot. Donc sur l'amorçage en lui-même, je serais moins radical que vous. Là où je pense qu'il y a un vrai trou dans la raquette, c'est plutôt sur les séries de 10, 15, 20 millions d'euros, sur ces tailles de fonds-là, où il manque du monde. Après, encore une fois, le niveau au-dessus des levées de fonds entre 50 et 100 millions d'euros, on retrouve un peu de monde. On retrouve un peu de monde. Mais c'est plutôt ce segment-là, pour moi, qui est le parent pauvre aujourd'hui
du financement en France. Voilà. Après, c'est mon avis très personnel. Mais l'amorçage, encore une fois, on a le pouvoir public qui aide beaucoup. Vous avez plein d'aides à l'innovation. Enfin, lancer son projet en France, c'est quand même beaucoup plus simple dans beaucoup de pays européens. Je partage totalement votre avis, mais j'évoque aussi un autre chapitre dans la question que je posais. On a des fonds d'amorçage, effectivement, mais ils sont encore, enfin, il faudrait qu'ils arrivent à monter à 140, 150 millions, ils sont très en dessous. Oui, alors après, est-ce qu'on ne change pas de registre non plus? C'est-à-dire que oui, Ouais, moi je suis assez d'accord. enfin, un fonds à 140, 150 millions, c'est bien. Euh, L'amorçage, c'est quand même de passer de la preuve de concept, de la paillette de laboratoire à un vrai projet avec une équipe qui commence à être bien structurée et un début en fait d'essais précliniques. Après, le reste, on part plutôt sur des fonds de série A, de série B, qui ont un niveau de maturité un petit peu plus élevé. Donc voilà, enfin, est-ce qu'il y aura un intérêt à avoir un fonds d'amorçage de 500 millions d'euros? Je ne suis pas certain en fait qu'on ait les équipes en France qui puissent arroser 500 millions d'euros sur de l'amorçage. Déjà, je pense que les fonds d'amorçage ont tendance à pas mal se diversifier, donc à mixer leurs risques. Je pense qu'il devra peut-être entre 15 et 20 sociétés en portefeuille. Je parle sur le contrôle de Philippe qui connaît mieux que ça que moi, mais c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup de temps humain, c'est beaucoup d'accompagnement. Ouais. Non, Donc voilà. moi, je suis d'accord avec Louis. Il faut pas trop grossir parce que sinon, si tout le monde, ça rejoint aussi à notre point. Quand on parlait de consolidation du marché, si tous les fonds santé deviennent très gros, mais il n'y a plus personne qui va venir financer des tickets à 10 millions parce que ce sera trop petit eu égard à la taille globale du fonds. Donc, en fait, la solution, s'il y en a une, c'est encore une fois renforcer encore l'écosystème. C'est très bien qu'il y ait des très gros fonds, mais c'est la pluralité des acteurs qui fait que Exactement. plus il y a d'acteurs qui se syndiquent, et puis quand on regarde les tours de financement, c'est toujours un peu les mêmes qui aiment bien se financer parce qu'ils se connaissent, ils ont les mêmes façons de faire, même façon de gouvernance qui est importante aussi. Bon, voilà. Donc, plus il y aura d'acteurs, c'est la pluralité des acteurs qui sera la réponse à la solution et pas forcément la taille des fonds. Et quand on regarde d'ailleurs, euh, j'ai un fonds qui me vient en tête aux US qui a des très bonnes performances et qui existe depuis très longtemps. Ça s'appelle Santé Venture. Et ben, ils n'ont jamais augmenté leur taille de fonds parce qu'ils sont restés dans leur créneau early stage. Quand je dis ils n'ont jamais augmenté leur taille de fonds, ils sont restés autour de 150, 200 millions. Alors que, eu égard aux résultats qu'ils avaient eu, peut-être qu'ils auraient pu lever 400 millions, mais ils devaient considérer que 400 millions, ils changeaient de catégorie et ils restaient plus dans ce qu'ils savaient faire. C'est un choix comme un autre, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas grossir, mais c'est pour montrer qu'il y a de la place pour tout le monde, en fait. Ouais, c'est exactement. Et je pense que la solution viendra en fait donc ces fonds effectivement d'amorçage qui ont du succès, c'est génial. Ce qu'il faut, c'est peut-être plutôt faire des fonds en fait avec des verticales, tout en restant avec des tailles en fait cibles, hein, excusez mode, 100, autour de 100 millions d'euros, quelque chose comme ça, 150 peut-être. C'est déjà un gros fonds pour moi en amorçage, mais avec des verticales. Voilà, cette gestion à plusieurs fonds d'amorçage avec différentes stratégies, mais toujours sur ce segment-là. Ce qui est important en France, c'est qu'il faut qu'on ait des acteurs du financement à chaque en fait maillon de la chaîne en fait de création de valeur de nos boîtes en France. Philippe, un petit mot? Oui, sur l'amorçage, enfin, ça a été souligné, c'est vraiment un métier extrêmement dur. Sans amorçage, il n'y a pas de série A, il n'y a pas de série B, il n'y a pas de série C. C'est un peu ingrat parce que ça nécessite énormément d'énergie. Donc effectivement, il faut une distribution, il faut avoir une équipe expérimentée, d'où l'idée de ce que mentionne Louis, c'est-à-dire la verticale. Il faut avoir une stratégie d'investissement et une équipe qui correspond à la stratégie d'investissement. Il y a une proximité importante. Sachez que, je sais pas, il y a certains entrepreneurs qui rêvent du fait qu'un Américain arrive au capital assez vite. Ben, être au capital d'une entreprise, ça prend énormément de temps. C'est très time consuming et donc forcément, il faut que ça soit dérisqué ou suffisamment avancé pour que des étrangers arrivent, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront pas participer à un board tous les mois, mais à quelque chose d'assez conventionnel, un par trimestre. Et ça, c'est vraiment extrêmement important à prendre en compte. Le deuxième point, de dire bah, il y a pas assez d'amorçage, moi ça, je ne suis pas d'accord. Je pense il y a un vrai travail qui a été fait
Et grâce au Fonds national d'amorçage, le FNA notamment, par BPI France et la Caisse des dépôts de consignation, ce qu'il faut maintenant, c'est un vrai travail. Et la BPI, la BEI, la Banque européenne d'investissement, le fait à travers l'IIC, l'IIF, le Fonds européen d'investissement, qui investit aussi en grant, mais en equity dans les sociétés. Ce qu'il faut, je pense, à terme, assez vite, un fonds européen d'amorçage qui contribuerait, qui compléterait les tours. Et ça serait important. La problématique que ça pose, c'est que voilà, on est dans un marché mondial. Le marché life science, on n'a pas beaucoup de gros acteurs en France sur notre territoire, ce qui veut dire que très très vite, dès qu'on a passé ce cap de preuve de concept, on se retrouve dans la cour des grands avec une concurrence extrêmement féroce entre les Européens, mais aussi au niveau mondial, l'Asie, l'Amérique et l'Europe. On voit, si on va sur les levées de fonds, sur ces levées de fonds qu'on voit en Europe, on voit plus dans le nord de l'Europe aujourd'hui de gros tours A. Quand j'entends de gros tours A, je vois des formions qui sont capables de mettre des tickets de 120 millions d'euros sur un tour A, des gens comme ça, et dont le raisonnement est très clair. Ils me disent, moi je préfère que mes équipes les équipes de ma société, de la société investie, s'investissent sur le développement, sur les prochaines étapes, plutôt que de s'investir sur les voyages pour aller chercher des fonds. C'est pas encore le cas en France, hein. On en manque aussi de ce genre de tours. Enfin, il y en a eu quelques-uns. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il y a eu quelques-uns, mais il y en a pas énormément. Il y en a pas autant qu'on aurait voulu. Je me trompe. J'aime bien porter la contradiction. Donc. Alors, alors c'est vrai, moi, vous avez raison, il y a des tours de table aux Pays-Bas sur lesquels il y a Forbion, où effectivement des céréales, la dernière, c'était une boîte complémentaire thérapeutique, je crois que c'était 72 millions d'euros, effectivement, qu'on voit assez peu chez nous. Alors est-ce que c'est une bonne chose déjà que les céréales soient très grosses? En fait, je pense que les gens qui nous écoutent, ce qu'ils ont besoin, ce dont ils ont besoin, c'est d'avoir un tour de financement pour financer les milestones. Alors c'est vrai que c'est quand même mieux de ne pas avoir à revenir tous les 6 mois et de pouvoir avoir un cash run à moyen terme. Mais est-ce que c'est forcément souhaitable ou souhaité par tous? Je ne sais pas. Est-ce que ces gros tours de table, ils ne sont pas justement aussi sous-tendus par le fait que ces gros fonds, eh ben, ils ont des grosses tailles, donc ils ont beaucoup à mettre, et donc ils inflatent un peu de facto les séries A, qui font que des plus petits acteurs peuvent participer, mais du coup, ne sont pas forcément lead, ce qui n'est pas non plus forcément un problème, mais ou peuvent pas participer parce qu'ils sont trop petits. Euh, donc, moi, je n'opposerais pas les pays nordiques et nous, je opposerais peut-être des très gros fonds qui peuvent parfois faire un peu monter des tours de financement à des plus petits fonds. Voilà. Et après, à calibrer vraiment quels sont les besoins de la société et de combien elle a besoin pour pouvoir tenir à moyen terme sans avoir à revenir effectivement sur le marché, parfois à des moments où c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, elles sont obligées de faire un tour de financement avec un down round, en fait, qui peut être préjudiciable, c'est vrai. Il y a d'autres réactions sur cette question. Sinon, on peut aller sur une question intéressante concernant les États-Unis et leur protectionnisme un peu plus galopant vis-à-vis de la Chine. Et Stéphane Van den Abel s'inquiète d'un sujet, c'est-à-dire est-ce que cet enfermement états-unien contre les Chinois peut avoir un impact éventuel sur les entreprises européennes. Comment est-ce que vous voyez ce durcissement américain vis-à-vis de la Chine et son impact sur l'Europe? Ouais, déjà, il y a un durcissement de la France, hein, des pays européens vis-à-vis des États-Unis, hein, de base. Hein. Faut quand même, depuis Covid, quasiment toutes les entreprises dans la santé en France sont des investissements stratégiques. Donc, vous passez systématiquement par Bercy pour un rachat par un Américain. Donc, chacun, en fait, a ce type de protectionnisme. Maintenant, vis-à-vis de la Chine, effectivement, la Chine a un gros marché. Maintenant, nous, de notre côté, en fait, le marché naturel après l'Europe, hein, investisseurs français, c'est directement les États-Unis. Voilà. Maintenant, est-ce que la Chine a un sujet là-dessus, j'ai pas d'avis sur la Chine en direct. Philippe?
Moi, mon avis, c'est plutôt de regarder ce qu'on connaît déjà. On a vu toute la vague de développement industriel, de partenariats qui ont été mis en place, sans parler d'entrepreneuriat en tant que tel, mais d'industrialisation, toutes les joint ventures qui ont été mises en place. Je pense que si on peut en tirer en tout cas un retour peut-être voir que finalement, regarder ce qui se passe avec des unités de production de Peugeot ou des unités de production d'avions aujourd'hui, sous prétexte de vendre des technologies qui étaient des technologies anciennes. On pensait avoir une avance par rapport à la Chine notamment, sans rentrer dans un débat, hein. J'ai l'impression que c'est compliqué pour les industriels européens et américains avec la Chine. C'est aussi compliqué sur les discussions, notamment des levées de fonds et de faire rentrer des investisseurs chinois pour des raisons simples. C'est qu'en général, c'est des deals un peu comme des joint ventures qu'ils ont appliqués avec les industriels en disant on fait une usine en Chine et on est à 49-51% et on se retrouve dans des situations, on a vu ce qui s'est passé ces dernières années. Je crois qu'il faut quand même enfin, sans rentrer dans un détail, enfin, dans une analyse trop profonde, il faut apprendre de ce qui s'est passé ces 20 dernières années et en tirer des leçons. Voilà. Après, le marché life science en tant que tel, il est important en Chine, évidemment, mais il est extrêmement dynamique et en termes de valeur est beaucoup plus élevé aux États-Unis. En tout cas, beaucoup plus dynamique. Maud, un avis? Euh, non, moi, la seule chose que je dirais, et pour revenir sur l'Europe versus la Chine ou versus les États-Unis, une chose est certaine, et j'ai été à la Météo Stratégique conférence qui avait lieu à Dublin, là. Euh, donc, il y avait pas mal de corporates qui étaient présents, évidemment de fonds, et évidemment toutes les sociétés medtech qui venaient chez. Tout le monde s'entendait de façon ouverte pour dire qu'il y avait une science qui était incroyable en Europe. Donc ça, c'est un super point. Et deuxième chose, qu'il y avait une courbe, une learning curve, enfin une maturité chez les entrepreneurs aujourd'hui en Europe à présenter des projets, à pitcher, voilà. Et que donc, pour conclure sur un truc optimiste, Chine, enfin, Europe versus Chine, Europe versus États-Unis, etc., c'est qu'on a tout pour réussir. Maintenant, il faut que ça se traduise un peu effectivement en termes de financement, un peu plus massif, en M&A qui s'ouvre un peu plus. Et normalement, ça devrait le faire. Mais en tout cas, on a tout pour, et les entrepreneurs et la science. Et c'était vraiment le feedback qu'il y a eu à Dublin. Parfait. Alors, il nous reste quelques minutes. Le marché des besoins, que pensez-vous de l'idée de prendre plus de risques financiers dès le départ? Bon, je crois qu'on a évoqué un peu cette Ouais. question tout à l'heure avec Et- les non, mais Nordiques. ouais, je pense qu'il y a deux choses. Il y a déjà, je pense qu'à à chaque stade de maturité de la société, en amorçage, en phase A, B, ce que vous voulez, en série A, série B, pardon. Ce qui est intéressant en fait dans ces levées séquentielles, c'est que vous avez un conseil d'administration, et des gens qui vous entourent en fait qui changent. Parce que je pense que la personne qui est idoine au moment de l'amorçage n'est pas la personne dans 7 8 ans quand la société sera en phase 3 à deux doigts de lancer les essais d'enregistrement, etc. Ce ne sera pas la bonne personne. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une maturité en fait. Donc dire je mets 150 millions d'euros day one sur une société qui est au stade de la paillasse, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Je pense pas que c'est une bonne idée. Parce qu'en fait, tout simplement, l'entrepreneur, les équipes d'entrepreneurs, je ne suis pas certain qu'elles utilisent les fonds comme il le faut avec les bonnes personnes. Voilà. Donc, je pense qu'il faut quand même comprendre que, je ne sais pas si c'est moi de Philippe qui disait que le développement effectivement d'une technologie médicale, d'une biotech, etc., c'est un temps long, une maturité. Et donc, du coup, les personnes qui accompagnent en fait ce développement ne sont pas les mêmes sur une dizaine d'années. Pas du tout les mêmes. Voilà. Et donc, c'est la richesse, je pense, de faire quand même quelques levées de fonds. Alors, je ne dis pas que faire 50 levées de fonds, mais 2 3 levées de fonds permet à chaque fois de rebattre les cartes, de se reposer les bonnes questions, de s'entourer avec les bonnes personnes et donc du coup de gagner un peu du temps voilà, là-dessus. Alors certes, c'est fatigant de lever des fonds tous les 18 à 24 mois, mais je pense qu'il y a une vraie vertu quand même à s'entourer avec les bonnes personnes au bon moment. Très, très bonne réponse de qualité. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter un petit mot, Philippe et Maud?
Bah, Maud, moi je veux bien rajouter quelque chose. C'est peut-être un des mauvais exemples, le développement d'un produit, d'un traitement, parce que c'est extrêmement fléché. Je veux dire, on sait exactement ce qu'il faut faire. Voilà, il y a le préclinique, le clinique, les différentes phases, la toxicologie, etc. Bref, on sait exactement le phasage. Et donc, forcément, vous allez avoir des investisseurs ou des experts qui vont vous apporter. C'est pas les mêmes responsables scientifiques ou techniques sur la partie préclinique, très très en amont, versus quand vous préparez une phase clinique sur des patients malades. C'est plus la même équipe, donc pour renforcer ce que vient de dire Louis, c'est déjà au sein de la société, c'est pas la même équipe. Vous n'allez pas commencer à faire venir quelqu'un qui est responsable de développement en phase 2, phase 3, dans une boîte qui commence sur des essais sur des cellules. La personne va s'ennuyer et va assez vite partir et va vous coûter entre 200 000 et 300 000 euros par an. Donc là, par rapport à la question, je dirais, elle a peut-être du sens sur des technologies extrêmement disruptives, ou peut-être plus d'argent au départ et prendre peut-être plus de risques. Mais quelque part, quand vous misez de toute façon quelque part, que ce soit 2 millions ou 10 millions, vous prenez un risque. Maud. Non, bah, c'est exactement ça. C'est une histoire d'homme donc à faire évoluer au même titre que la société. Et puis, il ne faut pas oublier que nous, en tant que fonds, on a aussi des comptes à rendre, des investisseurs, une dispersion des risques. Et si on veut justement que les investisseurs reviennent et reviennent encore, ce à quoi on s'essaie, hein, puisque c'est notre job hein, de faire qu'il y ait de plus en plus des poches de plus en plus grandes pour financer de plus en plus, et ben, on ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est basique, mais ça marche. C'est vieux comme le monde, mais ça marche toujours. Et donc, non, on ne peut pas tout mettre, on ne peut pas faire un chèque en blanc massif dès le départ, aussi pour cette raison-là. Eh bien, ce sera notre mot de la fin. Il est 18h, 18h pile. Merci vraiment à tous les trois de nous avoir accompagnés pendant cette heure et d'avoir livré vos analyses et conseils. Avant de nous quitter, juste un petit mot sur notre prochain webinaire qui aura lieu le 21 mai. Cette fois, on se retrouve avec trois industriels qui sont tous les trois dans l'AVC. Il s'agit de Gilles Avenard, qui est le CEO d'Acticor, de Marc Deschamps pour le CEO de Bioxodes et de Franck Bozac, qui est le CEO de Samsung. Et on va passer, comme aujourd'hui, une heure ensemble à explorer un peu ce qui se passe dans l'AVC en développement industriel. Et puis un dernier mot sur notre prochain sommet. C'est le sommet du Health Tech Acceleration Summit qui aura lieu le 27 juin. Et alors là, dans les couloirs, vous pourrez croiser, si vous êtes là, pas mal d'investisseurs, puisque j'animerai moi-même la première table ronde dans laquelle on retrouvera évidemment Alain Hurier, qui est, comme vous le savez, d'Adielio Partner. On retrouvera également Denis Luquin, qui vient refaire un tour et nous présenter ses nouvelles stratégies d'investissement. Thierry Mauvernet, qui est le patron des Biopharm, comme vous le savez, qui a un fonds qui s'appelle Innovation Corporate Fund, qui est un fonds très orienté amorçage maintenant. Il n'a pas toujours été, mais il l'est maintenant. Sabine Dandiguian pour Getto, et bien d'autres qui seront dans la salle. On est à peu près aujourd'hui rendu à 200 participants industriels, financiers et donc corporate financiers qui viendront là. Merci. Donc, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. Allez sur le site de Biotechnologie, vous retrouverez tous les liens. Merci encore à tous les trois d'être venus ce soir, de votre participation. J'espère que ça vous a plu et puis on recommencera l'exercice ultérieurement entre nous quand on aura lu le rapport de la French Tech. En fait. Il faudra qu'on passe. Merci encore. Bonne soirée à vous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.